Le livre Outrage de l'autophage, chapitre 3, Stratégie du tourisme à Djerba, texte de Kamel Tmerzisset, Tesdaïn, septembre 2011. Le choix d'investissement dans le tourisme venait de la capitale, imposé par une vision étrangère à l'île. Le gouvernement tunisien initia ce choix comme facteur de développement et d'entraînement pour l'industrie et le décollage économique. L'intérêt des Européens pour les vacances avait pris de l'ampleur. La pression professionnelle et la fatigue psychique, la disponibilité d'un temps de récupération et de congés payés, la volonté d'exotisme et de découverte, le désir de soleil et d'iode, les facilités du transport aérien et les aménagements hôteliers ont donné une impulsion au voyage. Notre proche destination méditerranéenne devenait privilégiée. Fin des années 60, quelques investissements publics et privés associés à des entrepreneurs financiers européens avaient initié des projets d'hôtels tels l'Ulysse, le Jazeera Club, le Strand Hotel, Lotos, Meninx ou Sidi Slim. Serge Trigano avait ouvert la voie dès 1954 avec la création d'un camping méditerranéen au milieu de la réserve de Ziu-Ziu, actuelle Segia, au sud du lac préhistorique de Phare. Au cours des années 70, les projets dans l'hôtellerie ont été largement soutenus par les crédits bancaires. Dans les années 80, les projets étaient poursuivis par divers affairistes de Tunis, de Sfax et du sud tunisien pour la promotion dans la construction, les activités paratouristiques et les loisirs. Les Djerbiens ne furent pas les promoteurs, ni les investisseurs, ni même les travailleurs du tourisme. Malgré la réalité moderne de l'économie du tourisme, bien que réputés pour leurs initiatives dans les affaires et disposant de titres de propriété sur de luxuriantes végétations patrimoniales, ils ne se sont pas consacrés au secteur, n'investissaient pas dans le tourisme, regardaient de méfiance comme une ingérence de l'intrus. Seuls quelques-uns aménagèrent des maisons de location pour vacanciers. Ce n'est que tardivement, vers la fin des années 70, qu'ils consacreront leur capital patrimoine à des constructions au bord de mer. Il s'avérerait même que les projets immobiliers émanaient de femmes héritières de terres peu fertiles, lesquelles avaient pris de la valeur avec la proximité de la plage. Tradition patriarcale oblige, les terres agricoles étaient transmises aux héritiers mâles qui conservaient l'ancrage du terroir et la tradition du nom de famille. De plus, un principe d'aînesse s'appliquait en tant que moyen de transition de la succession. Les femmes, mieux destinées à suivre un mari étranger, portaient leur richesse en bijoux autour du cou, en vêtements cousus d'or, d'argent, au risque de partir avec leur héritage. L'identité des Djerbiens était construite autour de la vie rurale et de l'itinérance, associée à la production agricole et au nomadisme des affaires. Les Djerbiens conservaient une âme paysanne de châtelains, consacrant leurs terres à de modestes compléments agricoles, céréales, sorgho, blé dur, huile d'olive, épices, laine, fruits, pistaches, coton, viande séchée, poissons secs et, surtout, pour le repos. Leur manoir constituait une racine servant de retour paisible et de ressourcement, de cohésion communautaire, cérémonie nuptiale, entretien du réseau social et professionnel. Femmes et époux, frères et sœurs étaient associés au commerce au sein d'un réseau communautaire. La vie rurale était associée à la migration commerciale et au retour prodigue de la production alimentaire et l'économie périodique, les retrouvailles sociales et la recomposition du réseau. C'était un état d'âme, un mode de vie original qui conservait la production agricole et la verdoyance des paysages d'oasis pour des objectifs de protection, d'autarcie et de sécurité alimentaire. Cette beauté attractive ne serait plus un privilège exclusif de l'intimité, les projets fous s'implantaient dans la campagne vierge pour appel aux ressources du tourisme. La légende du Dar Djerba. La demande justifiait l'intérêt de satisfaire l'offre avec les implications d'un tourisme de masse. L'État contribua à plusieurs investissements de soutien aux infrastructures pour valoriser la richesse économique de l'hôtellerie. L'accès au confort était de lui-même un exploit à Djerba, car l'île n'avait ni ressources ni énergie. La gouvernance ne craignait pas l'économie des moyens, tandis que le culturel ou l'historique était légèrement exploité de manière quasi folklorique. La beauté des lieux et des plages, les services de l'hôtellerie et de l'animation devaient suffire et suffisaient amplement à satisfaire un tourisme croissant. En 1972-73 fut inauguré le Dar Djerba, gigantesque complexe immobilier composé de 4 hôtels le long d'un littoral de sable fin sur plus d'1 kilomètre de plage avec 2500 lits, grandiose à une époque où les hôtels ne dépassaient pas 300.
Le projet s'établissait dans une zone d'exceptionnelle beauté, avec de gigantesques dunes blanches, une merveilleuse oasis d'arbres divers, d'oliviers et de palmeraies qui arrivaient au bord de mer sur une crique naturelle de l'ancien port des Pommes, Marsat al-Tufah. Les gens d'aujourd'hui ne réalisent pas la beauté des paysages, le gigantisme des dunes de sable blanc, la luxuriance de l'oasis, la richesse de la faune et de la mer, la diversité du poisson et des oiseaux. Ce vaste projet exploitait le naturel écologique et prétendait harmoniser son environnement culturel. L'architecture Vianini se conforma à l'esprit insulaire et aux réglementations en vigueur à Djerba. Il proposa l'aménagement de bungalows type djerbien, avec coupole, petits jardins et quelques structures collectives qui ne dépasseraient pas un étage. Une longue allée jonchée de magasins fonderait l'atmosphère des souks, cafés, bars, et ce fut un succès. Le Dar Djerba ouvrit une légende de quasi-ville au milieu de nulle part, qui offrait les services du tout commerce et loisirs avec la meilleure des animations culturelles et sportives, recevant les vedettes internationales qui auraient rendu jaloux tout festival de renom. Les Tunisiens de tous les âges et de tous les statuts sociaux, les plus jeunes aux plus modestes, n'hésitaient pas à s'offrir quelques moments dans ce majestueux complexe d'une autre dimension. Plus modestement, un thé ou une collation sur les terrasses du Dar Djerba activait les plaisirs de ville moderne dans l'espace paradisiaque. L'habitation de quelques jours à l'hôtel permettait ce plaisir à un coût accessible. Actif tout au long des années 72-2012, le Dar Djerba rayonna 40 ans durant lesquels il donna une impulsion à la zone. D'innombrables projets s'implantèrent dans les environs pour profiter du dynamisme économique stimulé par l'hôtel. La zone vierge fut valorisée d'un point de vue immobilier, multipliant les activités humaines. En revanche, la merveilleuse nature s'éclipsait insidieusement, vidée de ses arbres, de son sable et de sa richesse biologique. Au cours des années 90, Dar Djerba fut repris par la société Marmara qui l'adopta sous la forme d'un club fermé. Les contraintes d'entrée devenaient insatisfaisantes pour les commerces indépendants qui fermaient les uns après les autres. En conséquence, les aménagements extérieurs au complexe hôtelier furent stimulés. Les autorités publiques n'ont pas mesuré les implications de ce choix de gestion contraignant à la consommation. N'étant plus au cœur d'animation du Dar Djerba, les activités commerciales se déplacèrent en dehors du complexe, où les vacanciers trouveraient satisfaction de consommation à l'extérieur dans la zone de Midoun. Un urbanisme sauvage explosa dans la zone vierge des campagnes, brimant la beauté des paysages tout au long de la route vers la ville. Les paysages qui faisaient l'attraction de Djerba laisseraient place à un sinistre carrefour de garages à l'équivalent d'une route du sud tunisien. Ruée du tourisme. Le tourisme fut une très belle aventure pour ses promoteurs. Le secteur semblait mine d'or, qui de plus contribuerait au décollage économique de la Tunisie. Le gouvernement s'est laissé dominer par les idées de développement d'argent, de devises étrangères, pour un phénomène d'entraînement sur les industries et de retour d'un tourisme de masse. Il accorda les agréments au bord de plage pour intégrer les terres d'oasis dans le système marchand. De vastes espaces magnifiques offerts à des prix symboliques, ainsi que toutes les facilités de financement pour les projets annexes au tourisme. Les principales banques soutenaient les crédits pour l'investissement dans le tourisme, les activités annexes profitaient d'avantages publics, le lobby hôtelier implanta des constructions en front de mer, d'hôtels dortoirs, en duplex et multiplex, avec piscine et terrain de sport, n'ayant pas le droit de construire en hauteur, les hôtels s'étendirent sur l'espace. Des structures grandioses s'étalèrent sur le littoral et de larges espaces intérieurs, sans considération pour la biologie et l'intérêt des paysages, ni la protection de la faune, la fragilité des sols, l'économie de la terre et les principes de l'aménagement rationnel d'un développement durable. Les zones vierges du littoral ont été pénétrées par de lourds travaux publics, l'arrière-plage affreusement ravagée, décoiffer les dunes déstabilisées, les arbres arrachés, le précieux sable utilisé pour la construction, s'il ne fuyait pas avec l'ombre. Ironie amère, les touristes n'avaient pas le droit de voyager avec un bocal souvenir de sable blanc, tandis que le même sable était perforé, usé pour la construction, envolé en tonnes, sans regard public pour le rivage. De même, les palmiers centenaires étaient arrachés, là où le seul nectarisme du vin de palme était strictement interdit. Puni en 1974 à 1000 dinars d'amende, 1 mois de prison, parce qu'il menacerait l'arbre roi de Djerba. Ainsi, on pouvait raser les palmiers, mais non pas exploiter son cépage qui l'affaiblirait. La terre d'accueil a été frénétiquement exploitée, livrée à des prédateurs qui prétendaient développer le pays. Des promoteurs et opportunistes de tout grade entreprenaient les projets les plus défaillants. Des établissements modernes s'alignaient sur les lieux en première et en deuxième ligne de bord de mer,
d'hôtels parqués le long du littoral comme un porte-avions constitutif d'une architecture de ciment aux dépens de tous les éléments séculaires de la nature. Les touristocrates recomposaient l'oasis de Tegermes par des constructions d'un bâti massif. Insensibles au jardin et à la fraîcheur des arbres, à la beauté des vergers, ils construisirent sur des sols fragiles contribuant au dépouillement d'une nature qui a mis des centaines d'années à se constituer. Consacrer les sols forestiers à des aménagements de loisirs et de terrains de golf n'abritant aucun tournoi international, ils pénétraient les forêts vierges de palmiers attractifs du voyage pour les remplacer par des constructions massives. La zone écologique s'ouvrait à l'activité économique des miséreux et à la frénésie immobilière qui transformerait la dense oasis en vaste champ urbain, ajoutant le style laid de construction aménagé selon des aspirations totalement étrangères à l'île d'un bâti massif incohérent au climat et au plaisir du jardin, le plus souvent illégal, servant les illégaux d'exploitation de quelconque commerce de survivance de moins en moins rentable. Pour concrétiser la rapine, ces horribles demeures sont tout de suite vendues ou mises à la vente location pour des touristes de plus en plus exigeants et de moins en moins disposés. Ces aménagements supposés bénéfiques au progrès économique causaient des dommages irréparables au paysage et au littoral avec des conséquences biologiques catastrophiques. Peu importe pour les gouvernements le laisser-faire anarchique, laidement maquillé par l'entrepreneuriat business comme un futile moyen de lutter contre la pauvreté, l'incohérence de conscience fut inapte à constater ou à faire exécuter les arrêtés municipaux. Retour de Batoum. Djerba avait connu dans les années 70-90 une ruée de touristes du monde entier. Le secteur apporta d'importants revenus aux pionniers promoteurs. Les repreneurs feraient place à de grandes difficultés d'un secteur en état de quasi-faillite. La stratégie du tourisme tunisien s'avéra fragile, non durable, profondément destructrice du capital et des paysages, coûteuse en entretien, à peine suffisante au remboursement des crédits, dépendante de fournisseurs étrangers soumis aux aléas de l'actualité. Il en résulta l'échec d'une vision de développement équitable et solidaire. L'engouement pour l'exceptionnelle beauté de Yeti Tegernes fut tel que les responsables politiques ont oublié qu'une beauté n'est pas immuable sans entretien, que la forêt de Tegermes est le fruit d'une relation harmonieuse de l'homme avec son environnement, qu'elle tient d'un équilibre soigneux du travail avec la terre. Les agressions incessantes au milieu végétal et à la faune ont conduit à la régression des écosystèmes et la dégradation du milieu vital. Les actions humaines sans règles ni limites associées à des idées de progrès, de modernisation, d'accumulation de la brique et de polluants ont modifié les paysages de manière irréversible. Elles ont porté atteinte au principal facteur d'attraction du tourisme. Du coup, Djerba paye très cher sa beauté. Le littoral est exposé au vent, les plages rétrécissent, la mer gagne plusieurs centimètres par an. Le poisson disparaît, la zone intérieure se dégarnit de ses palmiers et de toutes les plantations. Le sable est soufflé par les vents quotidiens, la dégradation des dunes ne protège plus l'humidité de la terre, les sols sont directement exposés à l'agressivité du soleil, les racines s'achèvent, la stabilité des sols n'est pas maintenue, la chaleur étouffe, le microclimat favorable à la végétation, la production agricole devient impossible, pommiers, amandiers, grenadiers et autres fruits délicieux au goût particulièrement sucré ne se cultivent plus. La luxuriance disparaît, les espaces magiques se détériorent définitivement. Un patrimoine naturel d'une exceptionnelle beauté disparaît à vue d'œil dans une indifférence qui détonne. La nature n'est pas un brouillon que l'on peut reconstituer d'un coup de crayon. Elle se calcule en centaines d'années d'évolution biologique et ne se renouvelle pas facilement. La prudence est un signe de sagesse. Elle prône de comprendre et d'apprendre ce que la nature nous donne pour la traiter avec délicatesse. Gérer convenablement la biodiversité de l'île dans un axe durable et harmonieux, adapté et équilibré, tout comme les abeilles butinent le nectar pour produire le miel sans abîmer les fleurs, les djerbiens devraient entendre l'intérêt d'entretenir les arbres pour protéger la ressource économique. Le capital se dégrade brutalement à vue d'œil. L'île observe ce déclin et elle continue à se mutiler de manière plus profonde pour moins perdre et saboter son pouvoir d'attraction dans l'incohérence économique et l'insouciance de la conscience publique. Des activités génératrices de profanation et de biens autres affres redoublent d'incohérence avec le milieu naturel. L'exploitation frénétique de richesses non renouvelables et de laxisme des autorités locales voue le tourisme à une mort tragique. Les conséquences ne se feront pas attendre. Outre la destination bas de gamme et bon marché, la faillite des hôtels est annoncée. Un cancer de capitalisme aveugle a tout ravagé en moins de 30 ans. Le capital ne peut plus donner, il est épuisé, dégradation du littoral, disparition des paysages, privation de nature, désertification biologique, intensification des constructions, inoccupation des hôtels, surpopulation de misère, permanence du bruit, dégradation de la faune, absence de repos, mal-être social. Nous avons été pris au piège d'un serpent qui se mange la queue,
établi en modèle de développement vers la ruine. Conséquences pour l'écologie. L'investissement a été conçu avec une perception simpliste de l'économie, comme si la beauté de la vie était figée, comme si l'infatigable nature ne cesserait de produire. Une telle perception destructrice du capital s'est faite aux dépens de ses paysages magiques, de son pouvoir d'attraction et de l'industrie du tourisme en conséquence. Le rapport de l'homme avec la nature a été nié par le gouvernement, les opérateurs du tourisme, les promoteurs et les djerbiens eux-mêmes. Nul n'a été capable d'apprécier et de préserver les richesses patrimoniales, d'aimer les vieux arbres et les paysages, les palmiers, d'organiser les comités citoyens de vigilance et de défendre les sites naturels, la richesse écologique, la beauté et l'architecture. Quelques rares amants de l'île qui finiront par mourir souffrent les préjudices causés à la vie, à leur identité, au fatalisme des bienheureux feuilles volantes sans racines. L'île fut sacrifiée aux folles aventures des commerciaux, oubliant combien la nature de l'espace écologique est l'intérêt du tourisme, d'un lieu qu'on voudrait souiller de ridicule. La destruction de la beauté magique est un péché impardonnable qui castre les forces de renouvellement. Il n'est pas fait mystère que l'effacement d'un tel patrimoine végétal est une atteinte à Djerba, mais aussi à la Tunisie et à l'universalité. Les apports de Dame Nature firent l'exception de notre île. Tout désintérêt à la belle muette transformera sous nos yeux le joyeux en vulgaire caillou. Il fera de notre Seychelles méditerranéenne une île de Pâques. Force du droit coutumier. L'État tunisien n'est pas innocent dans cette dégradation. La dépréciation du droit coutumier en fut le commencement. Les arbres de forêt à Djerba sont titres de propriété. Cette privatisation du végétal établissait la responsabilité de soins d'entretien et d'exploitation des arbres. Ce jardinage de forêt n'était pas un loisir, mais une obligation mêlée à la pauvreté des habitants qui tiraient un maximum de ressources du soin et du renouvellement de leurs biens naturels. Ce jardinage faisait la luxuriance de la beauté et des paysages. Or, l'État méprisa les faiblesses des retours de la production agricole au profit d'investissements colossaux supposés mieux rentables. La confusion entre droit d'exploitation et droit de propriété, droit privé et droit collectif, droit agricole et droit de construction s'avéreront dramatiquement destructrices pour la production et l'environnement, la beauté des paysages, l'attraction de l'île, la richesse de la faune et les risques de désertification. L'État s'appropria des sols de forêt et traça les couloirs d'une mort annoncée pour pénétrer la vierge beauté et servir les projets incultes. Il accorda des remplacements aux propriétaires qui de suite se plaignirent. Les autres poursuivront de longs recours judiciaires où l'État aura raison de l'oublier de ces morts. Outre qu'il expropriait des terres d'oasis, dites forêts, il donnait une plus-value immobilière au sol pour l'aménagement. Les artères routières servaient la voie d'injection d'un poison nommé progrès. Elles faciliteront la cancérisation de l'oasis au cœur de son intérieur. L'accès à l'eau et à l'électricité faciliteront le travail des entreprises pour accéder dans les lieux intimes et massacrer définitivement une nature magique. La manière d'agir de l'État a bouleversé l'esprit du foncier. Il a de plus légué des méthodes fourbes et sournoises, irrespectueuses du droit et de l'esprit des lois, inhérentes à la protection du gain et à la confiscation du bien collectif. L'État a donné un très mauvais exemple à suivre que les innombrables promoteurs et constructeurs qui ont imité leur gouvernement en donnant plus de valeur à la terre qui retient l'arbre qu'à l'arbre qui produit le fruit. Les rusés de mauvais vent ont accaparé des terrains qui portaient les végétations fruitières pour traduire le soin de la production agricole en droit de possession du sol et transformer le nectar de fruits en briques de construction. Cette merveilleuse terre d'oasis fut violemment pénétrée par les engins lourds qui avaient servi les grands chantiers. Amortis dans les constructions d'hôtels, ils retrouvaient une nouvelle jeunesse d'un enrichissement capitaliste sans investissement, à la condition de démolir sans conscience et sans souvenir. Ils ont déroulé une puissance de démolition d'une autre dimension pour saboter le reste de nos héritages végétaux et culturels de Djerba. Ils se sont imposés dans des lieux délicats pour déflorer définitivement une faune fragile, rare. À ce jour, les tracts se fichent de l'accord ou de contrôle des municipalités. Au prix de main-d'œuvre, ils sillonnent les vergers pour tout raser. Tabia d'agave, figues de barbarie, limites de propriété, menzel d'autrefois, ateliers de textile, huileries souterraines, boulangeries en amont, monuments sacrés bien traditionnels. En toute impunité, des milliers d'arbres ont été brûlés, réduits en feu de cendre et de bois morts par de misérables assassins. De sorte, les vergers jadis protégés d'arbres fruitiers, séculaires, figuiers, vignes, abricotiers, pommiers ont disparu. Les champs de pâturage sont devenus des zones constructibles. En toute illégalité, les bovins ne trouvent plus d'alimentation naturelle. L'île ne produit plus de viande, outre la défaillance de production alimentaire.
Djerba, qui avait constitué le principe d'autarcie, s'avère totalement dépendante du continent. Fermez 10 jours la frontière et les insulaires souffriront de la faim. Fiasco économique. Ne m'accusez pas de rêver à une civilisation agricole avec des champs et une mystification des valeurs, ni d'une tradition figée qui traiterait les cultures comme une relique de musée. Chaque lieu a la destination de sa topologie. Les habitants doivent vivre dans un contexte de modernité. Je connais les défaillances de l'agriculture et de l'agriculture à Djerba, de la faible production ouverte à toutes les concurrences. Elle n'est certainement pas lieu de revendication de productivité agricole et il ne s'agit pas de faire la concurrence. Il s'agit simplement de comprendre le poids de l'agriculture dans l'entretien de l'oasis et la préservation de paysages exceptionnels. J'ai rappelé l'originalité du système agricole de Djerba, d'un système culturel d'acquis écologique, facteur d'entretien et de beauté. Je souhaite expliquer que l'environnement est une composante essentielle de la notoriété de Djerba dans le monde. Les paysages sont les facteurs d'attraction du tourisme. Ces éléments sont une composante essentielle de l'identité et de l'économie de notre patrimoine insulaire. Nous avons plus à les perdre que d'aménager nos espaces en maisons grandioses, inhabitées et insoumises à l'impôt. Les atouts de la nature sont les facteurs d'attraction du tourisme. Si le tourisme était votre principal objectif économique, les faveurs commerciales à l'investissement dans la construction sont incohérentes à la croissance économique. Elles ne conduisent qu'à la même réalité de surveillance économique de l'État tunisien. Outre l'illégalité de traduire l'affectation des sols sans modification de la loi sur le territoire, il serait incohérent de traduire les zones de végétation en zones habitables, de libérer la construction alors que les hôtels sont quasi vides. La plupart des 50 000 disponibles sont inoccupés. Restons cohérents. On ne peut pas appeler aux devises étrangères et laisser abîmer les facteurs d'attraction. On ne peut pas remplacer les paysages d'oasis par des constructions de bâtiments. On ne peut pas continuer à construire des hôtels si les anciens sont fermés. On ne peut pas laisser bâtir des maisons vides alors que les hôtels sont vides. Il n'y a pas de cohérence à laisser construire de grandioses maisons qui occupent l'espace, laissent faire des commerces de survivance, dénaturent les paysages, ruinent les productions agricoles sans contribuer à l'impôt. Il n'y a pas de cohérence à abandonner des investissements de 30 ans et que les touristes squattent les plages, que les hôtels se détériorent et que leurs chambres soient non exploitées. La disparition des paysages légendaires nous a imposé une nouvelle vision de boutiquiers miséreux, de misérables qui jonchent la route des ravages lotophages. L'abattage des arbres, la destruction des sites naturels, l'anéantissement des zones de reproduction au détriment de la vie des êtres, de la diversité animale et marine ont pour objet la tuerie des ressources et des facteurs d'attraction d'une île des rêves qui saborde ses atouts d'attraction. Aucune stratégie de développement durable ne pourrait se concevoir sans la nécessité de produire, de reproduire, tout au moins protéger ses ressources vitales. Ce n'est pas difficile à comprendre. La seule beauté d'un palmier sous le ciel bleu justifie le séjour, appelle la visite, soutient la devise, entretient l'économie nationale. Faire du commerce sans cohérence marchande ne conduit qu'à une éphémère vocation du tourisme vacancier pour une incrustation d'aventuriers sauve-misère. Les vacanciers de présence sont la ressource économique du pays. Ils ne sont pas des locataires permanents qui périment leur résidence. Ils disposent d'un immense parc hôtelier avec chambres propres entretenues pour leur service sans quelconque menace de scorpions ou de serpents venimeux. Leur temps de congé ne saurait se consacrer aux travaux d'entretien à moins d'une retraite à Djerba. Ces nouveaux visages de l'investissement établissent des constructions tout au long des routes pour des activités en tout genre. Ils phagocytent l'horizon des paysages, détruisent les champs de fruits, éteignent la vie des êtres, détournent la production agricole, provoquent des accidents. Ils finissent par nuire à la société et à l'économie du tourisme. Les vendeurs à la sauvette du commerce itinérant auraient été moins nuisibles que ces boutiquiers le long des routes qu'aucun gouvernement incompétent ne parviendra à fiscaliser. Fiasco public. Le privilège de l'économie du tourisme est un choix national. L'investissement dans l'île des rêves n'avait pas vocation à sauver la misère humaine. Elle proposait un lieu de beauté et de repos comme principal produit d'appel du tourisme pour une plus-value à l'économie tunisienne. Le choix appelle à protéger l'originalité insulaire et les atouts qui justifient son attraction. Les autorités de la République et de la région sont tenues de surveillance et d'observation à toute dégradation pour protéger le cadre conceptuel de l'île, de son identité, son droit coutumier, ses réglementations et arrêtés municipaux. La mission municipale est de défendre le bien collectif
afin de contribuer au bien-être social et à la rentabilité nationale. Elle se devait d'observer et constater les dégradations, appeler au soutien de l'État si nécessaire, pour protéger le capital national. Or, le rapport de force a été inversé à la faveur des abuseurs sans loi ni conscience face à une autorité locale amorphe qui se laisse dépasser. Les plaintes individuelles méprisées par tous les présidents de municipalités qui se sont permis de critiquer les critiques. Aucun comité de surveillance n'a rempli sa fonction d'observation et de constat pour dénoncer les abus, mettre la municipalité et l'État devant ses responsabilités. L'abandon de ces responsabilités collectives a conduit à une exploitation sans scrupule des ressources de la nature et d'un laisser-faire anarchique d'improvistes qui ont gagné la bataille du désordre. La destruction du patrimoine a été réalisée par d'incultes affairistes avides d'argent qui ignorent la culture, méprisent la végétation, s'excitent devant la majestueuse brique qui ne tiendrait 40 ans. Ils ont dévalisé la terre de ses charmes, de sa nourriture et comblent, sans payer d'impôts à la collectivité, d'une terre rendue stérile de ses fruits. L'intensification des constructions est le principal drame puisqu'il draine tous les dégâts et ruine la belle nature. L'aberration frappa au cœur du patrimoine que les bâtisseurs prétendent laisser aux enfants. Ils ne réalisent pas que leurs descendants n'auront plus de poissons dans leur rivage, ni d'alimentation locale dans leur assiette, ni d'activité dans le tourisme, ni d'air respirable, ni d'esprit légal, en plus du risque des agissements de violence et d'insécurité justifiés par la survivance et le mal-être, et, de plus, coupables de l'avoir su. Il aurait fallu défendre jalousement cette écologie pour les intérêts économiques des populations actuelles et des générations à venir. Les autorités locales, régionales et nationales sont complices tout au moins de laisser faire, sinon d'avoir accordé des autorisations délirantes, irresponsables, fâcheuses, lourdes de conséquences, qui ont mis en péril l'équilibre biologique, le patrimoine, les ressources, la beauté, l'identité, l'économie, la société, le bien-être, la sécurité. En laissant faire, les autorités publiques n'ont pas défendu l'intérêt collectif, ni protégé les ressources naturelles, ni préservé les richesses patrimoniales, ni contribué aux recettes fiscales. Elles se sont exonérées de leur rôle qui implique la surveillance, l'observation, le respect des dispositifs légaux afin de stopper tout excès. Leur fonction justifie l'application des réglementations administratives, civiles et pénales. L'État a failli dans sa mission d'exécution dès lors qu'une politique ne se fixe aucune borne à l'empire du marché. Ce schéma local d'une politique abandonnique non instruite, sans observation ni compréhension, sans respect ni perspective, absurde et irresponsable, sourde et désintéressée, a pour leitmotiv l'anéantissement de tout. Stratégie sans durabilité. La stratégie défaillante s'est avérée destructrice de projets non durables. Les atouts exceptionnels ont été saccagés, mis au feu, remplacés par le bâti en même temps que les marges chutaient et le commerce disparaissait. Le secteur du tourisme n'est pas parvenu à créer une économie stable et durable, solide et rentable. Il n'a pas eu d'effet d'entraînement économique, ni de redistribution de la richesse, ni d'enrichissement du bien collectif. Il n'a pas été capable de capitaliser, ni de parvenir à maturité, ni d'enclencher le décollage économique, ni de stimuler de nouvelles industries, ni d'avoir un effet d'entraînement. Une perspective sur la seule apothéose du marché ne mène qu'à une anarchie faillite programmée. L'économie générale s'est avérée en pré-faillite. Après 50 ans d'activité, le cycle de prospérité de l'industrie est arrivé à son terme quasi définitif sans avoir relayé le capital de nouvelles formes d'industrie. La situation pose à nouveau les questions de survie économique dans un environnement appauvri alors que nos besoins et notre population ont grandi. L'État a échoué pour son désintérêt du culturel et du collectif. Il n'a pas voulu protéger ses ressources, affirmer sa volonté, exprimer son identité, affirmer son autorité, protéger le capital durable afin d'assurer l'épanouissement des siens et du bien-être vivant. Il a entretenu un mirage superficiel en absence de tout audit. On a pu observer la fragilité du secteur, la dépendance de l'extérieur, l'attractivité en berne, la diminution des flux, la baisse de qualité des voyageurs, la faiblesse des revenus en devises et une dégradation de toutes les raisons internes de mise au chômage des travailleurs du tourisme, de la baisse de la qualité de vie, d'une augmentation des goulots d'étranglement d'établissements des travailleurs migrants, d'imposants logements vides, d'insécurité, de pauvreté, de dépendance. Les bilans non établis seraient déplorables à constater entre les frais et les coûts, le patrimoine et la dégradation, les ressources et les besoins, l'attraction externe et l'attraction interne, les voyages et l'immigration, les fonctionnaires publics
travaillent pour leur salaire, pas pour la raison sociale. Projet fou. Au lieu d'en faire un équivalent des Seychelles défendant le patrimoine naturel, on laissa faire un tourisme de masse que les insulaires des Baléares ont rejeté et prendre conscience de l'intérêt identitaire et l'urgence des actions de sauvegarde. La vision identitaire a sauvé l'économie et la réputation de l'archipel espagnol. Ce retour de conscience aurait dû nous inspirer. Nous n'en sommes pas au stade de l'alerte, malgré nos cris et nos écrits. Les anciens hôtels sont abandonnés, tandis que de nouveaux s'imposent du fait du prince. Les touristocrates ne se défont pas de leur amour pour la brique, de l'esprit de spéculation qu'ils imaginent business. Ils transforment nos plages et nos paysages en bâtiments massifs avec gazon et piscines. Une autre facette de la tragédie sert notre île à l'appétit des ogres financiers, incultes et déracinés, qui visent une jouissance d'artistes improvisés à la commission de l'argent qatari. 2011-2014 a vu apparaître de nouveaux projets, ficelés à la vite, plagiés en catimini à l'intention de l'État, avec costume, cravate et attaché-case. Ces méga-projets n'ont pas de rentabilité économique, sinon l'objectif de faire rêver et d'engloutir les financements de l'endettement public dans le but de totalement détruire les zones écologiques de Seagia ou de Hadiq Ziwziw, dernier poumon vert de Djerba. Les projets décidés par les intérêts coupables, soutenus par des complices plus ou moins périphériques du régime déchu, occasionneraient des dégâts irrémédiables. À l'épicentre de l'iniquité des déficiences administratives et de la corruption, ces monstres sans visage, dont quelques-uns tiennent encore les leviers par les faveurs abusives en violation des lois et du droit des gens, nous conduisent à des actes de nuisance qui détruisent les équilibres biologiques. Quant aux promoteurs marchands, en connivence avec les autorités régionales, ils continuent à soutenir des projets de masse énergivores, dévoreurs d'espace, destructeurs de faune et de paysages. Des décisions discrétionnaires, sans cohérence dans la gestion de l'espace ni de l'environnement, se prennent à Médine, aux grandes dames des Djerbiens qui voient subitement arriver bulldozers et entrepreneurs sur des lieux magiques et fragiles. Un abominable méga-projet démolisseur écologique est prévu dans la zone d'Arir, alors qu'il est incohérent à l'air ambiant, non rentable économiquement et sans parure. Les eaux ne sont pas profondes pour un tel projet. L'île subit une crise aiguë en approvisionnement d'eau potable. Incapable de gérer ses déchets ménagers, devrait-elle encore assurer la charge d'un ressourcement pour le surplus de population et un assainissement de leurs déchets? De tels projets avaient été même dénoncés par le président déchu qui ne brille pas de pertinence dans l'analyse économique à un moment où les perspectives du tourisme étaient encore attrayantes. Les plutocrates ont profité de la crise de régime pour poser à nouveau leurs demandes pour un cachet d'autorisation de construire et gagner quelques fonds de commission personnelle. Ces projets mènent au déluge inévitable, mais l'espoir est beaucoup plus fort. La vision chimérique de bâtir et de voir bâtir, sans insouciance de leurs méfaits, conduit à un fiasco général, mais il remplit quelques poches immédiates. C'est dire la métamorphose de sites magiques en sites urbanisés comme un paradis d'enfer, Jannat el-Jahim. Fiasco du tourisme. Les potentiels physiques et humains n'ont pas été appréciés à leur juste valeur et protégés en conséquence. Les dégradations sont totales, parfaitement visibles, nuisibles à l'environnement, au tourisme, à la société, à l'économie, à la vie. À l'image de l'environnement, la qualité du tourisme n'est plus la même. Notre destination n'attire que des vacanciers en promotion, sans moyens, nourris, logés, au prix d'un chômeur d'Occident. Les hôteliers sont réduits à des prix de plancher, en all inclusive, avec un nombre de vacanciers de plus en plus réduit et de faibles effets d'entraînement économique comme condition de soumission pour gagner quelques clients. Malgré leur sourire de façade, commerce oblige, les hôteliers gèrent leurs difficultés avec discrétion et des états d'âme de survie économique, de fermeture hivernale, d'abandon, de remise, de faillite. Les marges d'intérêt fondaient si vite qu'elles obligeraient à des publicités de one-shot avant de mettre les clés sous le paillasson. Voir Djerba et mourir, ou voir Djerba avant qu'elle ne meure. Les voyageurs européens blasés de matérialisme consacrent à peine quelques dinars dans les boutiques d'artisanat la veille de leur retour, comme d'une quasi-charité ou volonté de se débarrasser de leur monnaie. Nombre d'entre eux retournent dans le pays avec une partie du budget vacances. Il suffit de voir les conversions de change à l'aéroport. Le fameux Club Med a fait faillite.
Il avait inauguré le modèle de faillite lorsqu'il s'était établi au cœur d'une riche zone naturelle. Le Der Djerba lui-même n'est plus qu'une légende. Il s'était installé dans une baie de gigantesques dunes, immensément riche de poissons. Il s'est transformé en Formule Club, offrant des prix au rabais. Il a fini par fermer ses portes en 2013. Les autorités lui reprochaient la mauvaise gestion d'hygiène. La raison était une mise sous pression des entrepreneurs qui ne parviendraient pas à satisfaire leur crédit d'investissement fait des coûts fixes, des comptes déficitaires et d'un contexte régional troublé. Les tours opérateurs négocient les hôtels au prix de maison et décident de l'intérêt touristique de la Tunisie à prendre ou à laisser. Les conditions de travail sont autant misérables. L'emploi hôtelier fascine de l'extérieur alors qu'il ne révèle qu'une ville exploitation où l'on presse et l'on jette. Après avoir déraciné des travailleurs de leur région pour mieux les contrôler, ils sont affreusement abandonnés. L'hôtellerie entretient un statut précaire et instable à la faveur de ceux qui seraient le mieux disposés à être exploités. Les directeurs d'hôtels privilégient les contrats saisonniers qui piègent les travailleurs à faible qualification car ils ne sont pas automatiquement renouvelés. D'ailleurs, les employés préfèrent ne pas les renouveler en raison des lois sociales pour ne pas se soumettre à des charges d'indemnité. Le tourisme de masse et la migration excessive ont ruiné la nature et l'identité insulaire. L'esprit de la Casbah s'est étendu à l'île. Les constructions massives se sont imposées dans le terroir, sur les lieux de rencontre, ternissant à jamais la beauté des paysages. L'activisme anarchique a détérioré l'ordre naturel et ruiné la production. Quant à l'objectif stratégique pour la sainte devise, il ne tient plus le marché. La grande pauvreté nous est promise en terre bénite. Et pourtant, la recette est simple. L'île a besoin d'un plan de préservation et non pas d'aménagement, d'une connaissance des richesses naturelles et patrimoniales pour mieux les défendre, d'une définition exacte des espaces clairement établis et d'un contrôle absolu, d'une gestion durable des ressources non renouvelables. Rehaussons l'existant, arrêtons tous vos projets d'hôtels, stoppons tout commerce de ciment et de briques, interdisons les constructions anarchiques de complexes d'habitation, de commerce et de petits bazars, freinons tout mouvement motorisé dans les zones écologiques, particulièrement de Seguia et de Ras Armel, préservons les manoirs et les terres agricoles, imposons un impôt sur la surface du bâti, encourageons les aménagements de jardins, pénalisons l'illégal, emprisonnons le premier abatteur d'arbres pour référer d'exemple, empêchons les constructions incohérentes, respectons nos lois et arrêtés municipaux, réfléchissons à une qualité de tourisme plutôt qu'en capacité de nuitée, préservons nos manoirs, sauvegardons les huileries souterraines. Les anciens édifices, lieux de culte, de manoirs, d'habitation, sont la source d'identité djerbienne. Ils ont défié les siècles et les assaillants. On devrait les conserver et les restaurer dans leur concept de maison collective avec des indépendances et un respect de l'architecture. Ils sont des biens culturels artistiques. Les manoirs de Djerba sont des havres de paix, d'une sobriété majestueuse et grandiose, de beauté calme et puissante, avec un style propre en cohérence avec l'esprit de communauté et l'environnement de l'île. Quelques chantres entretiennent de vieux houches datant de plus d'un siècle, lesquels fournissent plus de repos et de fraîcheur qu'une chambre d'hôtel climatisée. Ceux qui séjournent dans les maisons d'hôtes où la nature est préservée en savent quelque chose. Nombre d'entre eux furent malheureusement défigurés, morcelés par leurs héritiers lorsqu'ils n'ont pas été abandonnés ou détruits. La restauration des monuments anciens coûte très cher, exige un savoir-faire avéré, des moyens techniques, un travail artisanal, des efforts financiers pour lesquels l'assistance devrait tout au moins accorder une aide, sinon une forme de défiscalisation, s'il fiscalisait. Reprenons notre destin en main en coopération avec la municipalité, la région, l'État, le gouvernement, les gouvernements étrangers, les ONG, les environnements et les ministères de l'agronomie, du transport collectif, le moins polluant que possible. Préservons les ressources de la mer, protégeons les arbres centenaires, défendons la faune animale, respectons le paysage de l'île, entretenons nos palmeraies, empêchons l'abattage des arbres, protégeons les sols de la brutale chaleur, organisons l'unité de nos communautés, renouvelons la bonne volonté des gens. Ils sont notre identité authentique, attractive, qui nourrit le rêve, le bien-être et l'économie. On peut fidéliser une clientèle en créant une attache socio-culturelle. Réfléchissons à une diversité de modes d'habitat pour servir un tourisme d'établissement sous le soleil de Djerba, que l'on mette à disposition les services d'un domicile pour une qualité de vie économe sur les charges et concurrencer une vie quotidienne à Hambourg. Les Européens vivent sous le bitume et le béton.
Ils sont attirés par la luminosité du ciel et la fraîcheur de la nuit, la respiration de l'oxygène et le silence de la nature, la chaleur du soleil et la beauté de ses couchers. Le plaisir d'escapade et d'exotisme d'un monde de jardins et de palmiers, de faune et de vie sauvage, ainsi que de découverte de l'histoire et de la culture, éventuellement des excursions pour visiter la bonté des déshérités du sud tunisien, compartiment les lieux de nature, de production, de luxe, de commerce, de spiritualité, et non pas tout associé au lotophage pour un équilibre des territoires. Avec la connaissance de notre patrimoine, de nos racines, de nos atouts, nous parviendrons au respect de cette terre bénite. Ce n'est pas avec un terrain de golf d'un sport inconnu ou de quad bruyant dans les lieux de nidification que nous ferons l'avenir du tourisme ni même de notre avenir. Au-delà de cette image de carte postale ternie, je suis persuadé que les touristes seraient de plus heureux d'apporter une conscience et participer à la vie socio-culturelle, contribuer à valoriser nos atouts et protéger notre environnement universel. L'écologique et le culturel offriraient plus d'attachement à ceux qui aiment l'authenticité. Une monographie des sites écologiques, lieux de manoirs et d'édifices anciens devrait tout au moins être établie pour contribuer à leur privilège de protection. L'État n'a même pas été en mesure d'établir une monographie des sites pour identifier son patrimoine, reconnaître, surveiller et préserver les biens du patrimoine collectif. Je n'ai plus rien à dire.